Maman avait déjà mis les assiettes quand je suis monté. Du pain grillé, des œufs tournés, et la quantité exacte de sauce piquante sur le côté. Elle faisait ça quand j'étais au lycée, avant mes cours de soudure matinaux. L'espace d'un instant, je me suis laissé croire que cela signifiait quelque chose. Je ne pars que pour 2 jours, dis-je en me glissant sur la chaise en face d'elle. Juste un contrat de maintenance à l'usine de Brookings, mais je commence le nouveau travail lundi. Elle hocha la tête, remuant lentement son café. C'est super, ma chérie. Cela ressemblait plus à un réflexe qu'à une réponse. Ses yeux n'ont pas quitté le téléphone à côté d'elle, même quand j'ai souri. Je sais que ce n'est pas une grande entreprise comme l'était Maroc, mais le salaire est solide. Des avantages sociaux à temps plein. Je vais enfin pouvoir rembourser le reste de ce que je te dois. Toujours aucun contact visuel, juste un bourdonnement distrait. Elle tapa quelque chose et inclina l'écran loin de moi. Je me suis concentré sur mes œufs. Ne rends pas les choses bizarres, me suis-je dit. Elle m'a laissé rester quand j'en avais besoin. Elle n'était pas obligée. Quand je me suis levé pour rincer mon assiette, elle a enfin levé les yeux et a dit « Fais attention sur la route ». Je le ferai, dis-je. Elle m'a embrassé la joue un peu trop vite et m'a prise dans une étreinte de côté, comme si nous jouions une scène pour quelqu'un qui n'était pas là. Puis elle est retournée à son téléphone. Le soleil du matin projetait de longues ombres alors que je marchais vers la voiture. Mon sac de sport faisait du bruit à cause du matériel de soudure. Je l'ai placé dans le coffre comme si je préparais un nouveau départ. Et en sortant de l'allée, j'ai regardé une dernière fois en arrière et j'ai vu les rideaux bouger. Juste une fente. Juste assez. Je suis arrivé dans notre rue vers 18h32, des heures plus tôt que prévu. Le travail s'était terminé plus vite que prévu, et j'avais hâte de me glisser dans mon lit. Mes mains sentaient encore l'acier chaud et le caoutchouc brûlé, des odeurs familières, rassurantes. Mais en ralentissant devant la maison, je les ai vus, des sacs poubelles noirs. Des dizaines, alignés le long de la pelouse. Certains étaient éventrés, déversant des chaussettes, des pulls, des cahiers et même mes gants de soudure sur l'herbe clairsemée près du portail. Mon sac de sport était posé à la verticale, comme s'il avait été jeté et avait mal atterri. Mon écran de jeu était penché de travers contre la boîte aux lettres, sans emballage, exposé, et juste au-delà des sacs. Ma mère tenait son téléphone comme si elle filmait une démonstration de cuisine. À côté d'elle, Noël avait le bras tendu, façon selfie, offrant à ses abonnés une vue complète du spectacle. J'ai pu entendre sa voix avant même de sortir de la voiture. Et la voilà, de retour d'un autre voyage d'affaires, devant encore $8000 de loyer. Regardez bien, les amis. Voilà à quoi ressemble le sentiment que tout vous est dû. Griffin faisait les 100 pas comme un videur qui n'avait nulle part où aller. Quand il m'a vu approcher, il a eu un sourire narquois, s'est approché d'un des sacs et l'a frappé assez fort pour que mes livres dérapent dans la terre. Enfin, murmura-t-il. La profiteuse de la famille est dehors pour de bon. J'ai ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. J'avais l'impression que quelqu'un avait actionné un interrupteur dans ma poitrine et vidé tout l'air. Ma mère a levé son téléphone et a commenté, sa voix polie et théâtrale. Calista Reine, 29 ans, vit dans mon sous-sol depuis des mois comme un parasite. C'en est fini. Ceci est ton avis d'expulsion. Public et permanent. Certains voisins se tenaient figés sur leur perron. Madame Vélan, de l'autre côté de la rue, tenait la laisse de son chien à 2 mains, son expression indéchiffrable. Monsieur Linton filmait de derrière un buisson. Personne ne bougeait. Personne ne disait rien. Je me suis penché lentement, ramassant le livre à couverture rigide qui avait glissé du sac. La couverture était cornée. Je l'ai redressé, l'ai mis de côté, et j'ai ramassé l'objet suivant. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai simplement continué à charger ma voiture, pièce par pièce, pendant que la voix de Noël résonnait derrière moi, narrant chaque étape comme si c'était son travail. J'ai fermé le coffre doucement et me suis retourné une dernière fois. Il filmait toujours, souriait toujours. Profitez du spectacle, dis-je doucement. Vous aurez bientôt de mes nouvelles. Je venais de fermer la portière arrière de ma voiture quand j'ai entendu la porte du perron s'ouvrir en claquant. Mon père a descendu les marches, le visage rouge, la mâchoire serrée, et sans un mot, il m'a lancé un jeu de clés.
Elles ont heurté le côté de mon visage avec un bruit sourd et ont atterri dans le gravier. Prends tes saletés et dégage, aboya Théil. Tu n'es plus notre fille. Les vrais adultes ne vivent pas au crochet de leurs parents à ton âge. J'ai cligné des yeux, me suis frotté la joue là où le métal m'avait heurté, puis je me suis penché pour ramasser les clés. Je n'ai pas bronché, pas devant lui. Il se tenait là, les bras croisés, attendant une crise de larmes dramatique. Noël avait sa caméra inclinée pour un meilleur plan. Griffin faisait de nouveau les 100 pas, souriant comme si c'était un jeu qu'il avait déjà gagné. J'ai ouvert la portière côté conducteur, suis monté et les refermé avec un calme délibéré. Avant de démarrer le moteur, je les ai regardés tous les trois à travers la vitre, maman avec son indifférence répétée, Noël avec son dégoût fabriqué, Griffin avec sa cruauté pratiquée. Puis j'ai regardé mon père. Il n'a pas rompu le contact visuel, mais quelque chose a vacillé de la confusion, peut-être quand je n'ai pas cédé non plus. J'ai tourné la clé, me suis éloigné lentement, et n'ai pas regardé en arrière. J'ai conduit sans but pendant un moment. Les rues familières du quartier se sont confondues les unes avec les autres. À un moment donné, je me suis retrouvé sur le parking de l'épicerie, les phares éteints, le moteur en marche, juste assise là, les deux mains sur le volant. Ce n'est qu'en arrivant à l'appartement d'Elena, sa lumière de Porsche encore allumée, que je me suis souvenu de l'enveloppe. Elle était au fond de mon bac de classement depuis plus d'un an, papier épais, pas d'adresse de retour, juste mon nom écrit de la main inimitable de mon grand-père. Il me l'avait donné à l'hôpital quelques semaines avant de mourir. Il avait dit, ne l'ouvre que si les choses tournent mal. Je n'ai jamais pensé que j'en aurais besoin, mais maintenant, tout en moi disait, ouvre-la. J'ai posé mon sac de voyage par terre, j'ai sorti l'enveloppe de la poche latérale et je l'ai posée sur mes genoux. Léna a préparé du thé et l'a posé sur la table à côté de moi, puis s'est éclipsée dans sa chambre sans poser de questions. Elle savait que je parlerais quand je serais prête. J'ai fixé l'enveloppe pendant un long moment avant de l'ouvrir. Le rabat s'est soulevé proprement, comme s'il avait attendu patiemment tout ce temps. À l'intérieur se trouvait une lettre pliée, plusieurs documents notariés et une carte de visite d'un cabinet d'avocats du centre-ville. La lettre était courte, manuscrite. Calista. Si tu lis ceci, cela signifie qu'ils ont fait ce que je craignais. Je n'ai pas pu te protéger d'eux de mon vivant, alors je le fais maintenant. J'ai mis une partie de la maison, le chalet au bord du lac et le bâtiment de l'atelier à ton nom. Tout est légal, tout est documenté. Tu ne leur dois rien ni excuse, ni silence, ni culpabilité. C'est pour quand ils oublieront ce que tu vaux. Grand-père. La pièce est devenue floue. Mes doigts tremblaient, non pas de tristesse, mais de quelque chose de plus vif, quelque chose comme de la clarté. Les documents confirmaient tout, une fiducie entre vifs. Mon nom était inscrit à côté de pourcentage, 40% de la maison familiale, 50% d'un chalet au bord du lac dans le comté de Causse, et 35% du bâtiment commercial où l'entreprise de mon père opérait sur Riverdale Street. La carte de visite en bas indiquait Arthur Dorsey, droit immobilier et successoral. Le lendemain matin, j'ai appelé. Sa réceptionniste a hésité jusqu'à ce que je mentionne le nom de mon grand-père, puis m'a proposé un créneau de dernière minute cet après-midi-là. Le bureau de Monsieur Dorsey se trouvait dans un vieil immeuble en pierre près de l'université, des meubles en acajou, une horloge au tic-tac silencieux, des murs tapissés de volumes juridiques. Il s'est souvenu de moi immédiatement. Vous veniez avec lui aux réunions, dit-il. Vous apportiez toujours ce petit carnet de croquis rouges. J'ai hoché la tête. Il a examiné les documents attentivement, les feuilletant avec le genre de précision que seules des décennies de pratique pouvaient construire. Quand il a levé les yeux, son expression était indéchiffrable, mais sa voix était ferme. Tout est valide. La fiducie a été finalisée avant le décès de votre grand-père. Ils ne peuvent légalement pas vous expulser, vendre sans votre consentement, ou prétendre l'ignorance. S'ils ont perçu des loyers ou contracté des emprunts sur l'un de ces biens, ils pourraient avoir un problème plus grave qu'ils ne le pensent. Je me suis rassise dans le fauteuil, mon cœur battant toujours la chamade. Je suis prête à aller de l'avant, dis-je. Il se pencha légèrement en avant. Alors, commençons. Le premier texto est arrivé ce soir-là. Noël, 20h47, salut, j'espère que tu n'es pas fâché. Le stream n'était pas destiné à t'embarrasser. C'était juste du contenu. Tu sais comment est l'algorithme.
Je n'ai pas répondu. Au matin, il y avait 12 autres messages, 2 appels manqués de maman, et un message vocal de Griffin. Tu réagis de manière excessive. Ce n'était même pas si grave. Tu sais comment elle est. Reviens juste et parlons comme des adultes. J'ai tout transféré à Monsieur Dorsey. À la mi-journée, le numéro de papa s'est allumé sur mon écran. Papa, 13h14, nous avons besoin que tu signes quelques trucs. Pas de drame, juste de la paperasse. Aucune explication, aucune excuse, juste des instructions, comme si j'étais une employée qui avait manqué une échéance. Monsieur Dorsey a répondu en mon nom par un bref avis formel indiquant que toute communication future devait passer par son bureau. Il a mis en copie leur avocat de famille. J'ai désactivé les confirmations de lecture et j'ai laissé le silence faire son travail. J'ai passé les heures suivantes à organiser les quelques affaires que j'avais récupérées. Léna m'avait libéré une étagère, et j'y ai empilé mes livres, moins de la moitié de ma collection, mais assez. J'ai plié les vêtements propres, placé l'écran avec précaution près du bureau, et j'ai regardé la bosse sur son cadre. Puis j'ai pris un stylo. Cela faisait des années que je n'avais pas tenu de journal, mais ce soir-là, j'ai ouvert un cahier vierge et j'ai écrit une seule ligne, ils n'ont écouté que lorsque j'ai cessé d'expliquer. Les mots sont venus plus facilement après cela. Pas de rage, pas de vengeance, juste des observations. Ce que j'ai vu dans leurs yeux, ce que je n'ai pas vu dans leur cœur, ce que j'avais pris pour de la sécurité, ce que je n'oublierai jamais. Au moment où j'ai fermé le journal, mon téléphone vibrait encore toutes les quelques minutes, les mémos vocaux de Noël, la culpabilité passive-agressive de Griffin, l'insistance de papa. J'ai retourné le téléphone et les laissé vibrer contre le matelas. Ils étaient bruyants. Ils avaient toujours été bruyants. Mais cette fois, mon silence en disait plus que leurs cris n'auraient jamais pu le faire. Monsieur Dorsey a appelé 2 jours plus tard, sa voix calme mais sèche. Nous avons terminé l'examen de l'historique des revenus des propriétés, a-t-il dit. Vos parents et votre frère ont perçu des loyers du chalet au bord du lac et du bâtiment commercial. Rien de tout cela ne vous a été divulgué. J'ai fermé les yeux. Combien? Un peu plus de 50 000 $. 3 ans de paiement de locataire. Votre part n'a même pas été reconnue, a-t-il dit. Reconnue. Comme si c'était un oubli administratif. Nous savions tous les deux que ce n'était pas le cas. À la fin de la journée, des lettres recommandées avaient été envoyées au représentant légal de la famille, décrivant le montant exact dû et mes pourcentages de propriété. Monsieur Dorsey avait également contacté les banques impliquées dans les prêts commerciaux liés à la propriété commerciale. Si elles avaient approuvé un financement sans la signature de toutes les parties prenantes, elles étaient également à risque. Le silence qui a suivi était différent cette fois, pas stupéfait, pas blessé calculateur. 3 jours plus tard, Griffin s'est présenté à mon nouveau travail. C'était un mardi après-midi tranquille. Je venais de pointer pour le déjeuner et je me dirigeais vers le parking arrière quand je l'ai vu appuyé contre le côté de ma voiture, les bras croisés, le téléphone à la main. J'ai continué à marcher, sans m'arrêter. Calista, dit-il, son ton trop désinvolte. Tu as 1 minute? J'ai gardé les clés dans ma main, prête. Il s'est mis sur mon chemin. Nous devons parler. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Vous êtes sur une propriété privée. Bougez. Il s'est penché, sa voix basse et tendue. Tu es en train de déchirer la famille pour une formalité technique. Cet argent n'était pas à toi. Tu veux jouer à ce jeu d'avocat? Très bien, mais ça ne se terminera pas comme tu le penses. Je n'ai pas bronché. Éloignez-vous de ma voiture. Quelques collègues sont apparus près de la sortie. L'un d'eux a crié mon nom. Griffin s'est retourné pour regarder, puis a reculé, marmonnant quelque chose à voix basse. Je ne le répéterai pas, dis-je en sortant mon téléphone. C'est du harcèlement. Vous devez partir. La sécurité m'a rejointe près de la porte quelques minutes plus tard. À ce moment-là, il était déjà parti. De retour à l'intérieur, j'ai déposé un rapport d'incident auprès de la réception et j'ai envoyé les images de la caméra du parking à Monsieur Dorsey. Il a répondu dans l'heure, noté et consigné. Nous procédons comme convenu. Ils avaient fait le premier pas. Maintenant, ils allaient apprendre ce que c'était que de jouer en défense. Ils sont venus un jeudi soir, juste après le coucher du soleil.
J'ai d'abord entendu frapper sec et impatient puis les voix, trop nombreuses. Je me suis dirigé vers la porte sans l'ouvrir. Le flux de la caméra de sécurité sur mon téléphone a confirmé ce que je soupçonnais déjà, ils étaient tous les quatre là. Ma mère, serrant un mouchoir. Mon père, les bras croisés et la mâchoire crispée. Griffin, appuyé contre le mur comme si tout cela était indigne de lui. Et Noël, debout sur le côté, regardant à moitié la porte et faisant à moitié défiler son téléphone. Calista, appela maman, la voix brisée. S'il te plaît, ma chérie, nous voulons juste parler. Tout cela est allé trop loin. Papa s'avança. Ouvre la porte. Tu te comportes comme une enfant. Derrière eux, Griffin marmonna quelque chose que je n'ai pas pu entendre. Noël n'a pas levé les yeux. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je voulais qu'ils marinent dans leur inconfort. Qu'ils s'en imprègnent. Papa frappa de nouveau, plus fort cette fois. Nous sommes ta famille. Tu ne peux pas simplement nous exclure à cause de la paperasse. J'ai parlé clairement, assez fort pour que le micro capte, toute communication future passe par Monsieur Dorsey. Vous en avez déjà été informé. Il y eut une pause, comme s'il ne s'attendait pas du tout à ce que je réponde. La voix de maman est revenue ensuite, plus faible maintenant. Tu n'es pas obligé de faire ça. Nous pouvons arranger les choses, juste nous cinq. Nous supprimerons les vidéos. Nous arrangerons ça. Sur le flux, j'ai vu Noël jeter un coup d'œil à son téléphone et le glisser derrière son dos. Elle n'était pas là pour la paix. Elle était là pour les images. Je ne discute de rien sans représentation légale, dis-je. Si vous restez ici, je contacterai la sécurité de l'immeuble. Le visage de papa s'assombrit. Alors tu te caches maintenant, derrière des avocats? Tu m'as dit que je n'étais pas ta fille. Tu te souviens? Griffin a détourné le regard. Noël a commencé à taper quelque chose. Maman s'est essuyé les yeux, soudain à court de choses à dire. Ils sont restés là 1 minute de plus. Puis ils sont partis, lentement, sans un mot. Dès que le couloir fut vide, j'ai verrouillé le pen dormant et j'ai ouvert l'ordinateur portable. Monsieur Dorsey venait de m'envoyer par courriel un nouveau fichier intitulé « Les négociations de règlement, ébauche initiale ». L'offre est arrivée 2 jours plus tard. Leur avocat a envoyé un courriel à Monsieur Dorsey avec une proposition, il me transférerait la pleine propriété du chalet au bord du lac si j'acceptais de renoncer à toute réclamation sur les loyers impayés ou les revenus futurs du bâtiment commercial. Monsieur Dorsey n'a même pas hésité. Nous rejetons, a-t-il répondu, et nous réaffirmons nos conditions initiales. Le chalet valait moins d'un tiers de ce qui m'était dû. Il pensait que je mordrais à l'hameçon, que je les laisserais s'en tirer en échange de la paix et d'un bien symbolique de seconde main. Mais le symbolisme ne m'intéressait pas. Je voulais une reconnaissance. J'ai rencontré Monsieur Dorsey le lendemain matin et j'ai exposé ce qui comptait pour moi, un plan de paiement formel pour les loyers impayés, une société de gestion immobilière tierce pour gérer tous les revenus futurs, et une reconnaissance écrite de fausses déclarations financières. Je le veux par écrit, dis-je. Et je veux que ce soit signé. Il a hoché la tête une fois. Alors c'est ce que nous exigerons. Pendant que les négociations piétinaient, leurs fissures ont commencé à apparaître. Noël a perdu plus de 5000 abonnés en 1 semaine. Quelqu'un du lycée m'avait reconnu dans son stream et avait commencé à publier des preuves. Quelques-uns de ses sponsors l'ont laissé tomber. Elle a supprimé la vidéo d'expulsion, mais Internet n'oublie pas. L'entreprise de papa a également subi un coup dur. Il s'avère qu'un de ses clients a vu un extrait et a décidé de ne pas aller de l'avant avec un projet. Puis une demande de prêt a été signalée. Lorsque les banques ont commencé à examiner les documents de propriété, la fiducie a fait surface. Maman a cessé d'envoyer des textos. Griffin a envoyé un courriel furieux que Monsieur Dorsey a transféré sans commentaire. Noël a essayé d'appeler 2 fois. Je n'ai pas répondu. Lorsque leur avocat a finalement répondu, le ton avait changé, moins agressif, plus prudent. Ils ont tout accepté, paiement mensuel, surveillance par un tiers et une reconnaissance écrite signée par eux 4. J'ai lu le document 2 fois avant de signer. En bas, juste au-dessus de mon nom, j'ai ajouté une phrase de ma propre main, « La vérité n'est pas une trahison, c'est ce qui se passe quand le spectacle se termine. » Je l'ai renvoyé et j'ai attendu. La dernière partie n'avait pas encore eu lieu.
Il leur restait encore une chose à faire. L'appartement était petit, mais c'était le mien, une chambre, des planchers inégaux et un courant d'air dans la fenêtre de la cuisine qui sifflait quand le vent se levait. Mais le bail était à mon nom, et le premier mois de loyer venait directement de mon salaire à mon nouveau travail de soudure. Pas d'espace partagé, pas de temps emprunté, personne ne filmait à la porte. 2 jours après mon emménagement, l'enveloppe est arrivée, un chèque. Le premier versement des loyers impayés qu'il devait. Attaché avec un trombone se trouvait une note pliée écrite de la main de ma mère. Nous espérons que nous pourrons mettre cela derrière nous et redevenir une famille. Avec amour, maman. Je l'ai fixée pendant un long moment, non pas parce qu'elle m'émouvait, mais à cause de l'ampleur de son absence d'effet. Il n'y avait aucune excuse, aucune prise de responsabilité, juste l'espoir que j'oublierais ce qu'il m'en avait coûté pour qu'on me laisse enfin tranquille. J'ai placé le chèque dans mon tiroir. Je n'ai pas répondu. Cette nuit-là, en déballant la dernière boîte, j'ai trouvé mon ancien disque dur externe. Je l'ai branché par habitude, parcourant les étiquettes des dossiers, papiers universitaires, photos, factures, puis, papy-bavag. J'ai cliqué sur lecture. Salut ma puce, si tu entends ça, je suppose que je ne suis plus là. Mais je veux que tu te souviennes de quelque chose. Tu vas t'en sortir, même s'ils ne disent jamais qu'ils sont désolés. Certaines personnes ne t'apprécient que lorsqu'elles peuvent t'utiliser. Et quand tu arrêtes de les laisser faire, ils appellent ça une trahison. Laisse-les faire. Toi, continue simplement d'être toi-même. Je suis restée assise là un moment, laissant sa voix remplir la pièce. Plus de cris. Plus de silence à utiliser comme une arme. Juste sa chaleur constante, résonnant à travers une enceinte empruntée dans un endroit qui n'appartenait qu'à moi. J'ai appuyé sur sauvegarder, j'ai sauvegardé le fichier et j'ai placé le disque dur dans le tiroir à côté du chèque.